at the beginning, I just want to welcome you on the island. Okay. And with your attention also, we're going to start our tour on the island. We will start it from the beginning and we will end it to the end. Because from here, we're going to straight to the slave house and we're going to meet the main curator inside of that house, and also he will give you a tour inside of that house. After that tour, and we're going to the city hall, and after the city hall also we will walk around and see the rest of the island. The island is very small because of the dimension, but also so big because of the story. Okay. The dimension of the island is only 900 meters long by 300 meters large, but also the island is divided by two parts different. There's a low part and highest part. But 1,800 people live here now permanently. Muslim, Christians, they all live here like brothers or sisters, but from different mothers. But the reason why we call this island very big because of this story, with three different types of story. The main story of the island is a slave trade, but also colonial and World War II. And this small place was one of the places where some European countries were fighting each other for many times and many years before the slave trade was started all over in West African coast. The reason why those Europeans used to fight each other to have this little island, because the island is very small, it was so easier to protect trade in here. Okay. Because the first trade who was controlling by the European before the slave trade, that was the Arabic gum, leathers, gold. Okay, so I'm sorry, can you speak French for us? 2 minutes, yes. Because it will be very difficult for you to French because I'm mostly in English. And then, this small island was also the most important slave transit center in West Africa. That's why also they've been fighting each other for many times and many years. And this place, the first Europeans who set foot was the Portuguese, after Portuguese French, after French English, after English also French, after French English again, because each of those two countries fight each other for several times. But now this place is a World Heritage Site protected by UNESCO since 1978. No one is allowed to build any new houses, but most of the houses, they were built from 15th, 16th, 17th centuries, but many of them, they will renovate them. And welcome, ladies and sisters, ladies and brothers, and now we can go to the slave house, and over there, the curator will give this speech in French. Okay. Thank you. Non, monsieur travaille dans le ministère. Non, monsieur, monsieur, depuis quand proposition que c'est pas qu'on est. Monsieur va me changer la musique. On s'en va de neuf comme ça. Bel côté, bel côté, adapter, de moderniser, mais rien sauf après, photo. Tout le monde? Everybody here? On va faire avec. Ok. Voilà, madame, monsieur, bienvenue à la maison des esclaves. Je suis Eloi Kouli, conservateur de la maison des esclaves de Gorée, gestionnaire du site de Gorée, patrimoine mondial. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de bruit dans la maison des esclaves, simplement parce que, comme vous l'avez constaté, nous sommes en chantier dans le cadre du projet de revitalisation de la maison des esclaves.
C'est un projet majeur donc, qui a été initié par l'État du Sénégal en collaboration avec la coalition internationale des cibles de conscience dont la Maison des Esclaves est un des membres fondateurs. Mais également, cette fondation, la coalition représente aujourd'hui et agit au nom de la fondation Ford des États-Unis. Ce projet consiste essentiellement à la réhabilitation du bâtiment qui fait face à la Maison des Esclaves, qui va devenir dans un futur proche le Centre international d'interprétation et de documentation de la traite négrière relié à la Maison des Esclaves, qui est en train également d'être réhabilité à l'identique et qui va continuer de jouer son rôle d'espace mémoriel par excellence. Il s'agit, dans le cadre de ce projet également, d'aller vers la construction de nouvelles expositions, car les anciennes, évidemment, ne prennent pas en compte ou n'intègrent pas les nouvelles implications. Nous avons voulu réaliser ce projet, évidemment, de façon très inclusive. Il y a eu, donc, sur 3 ans, plusieurs étapes, dont l'organisation d'une conférence internationale en 2017, qui avait réuni tous les sites africains liés à la traite négrière, avec une jonction intégrant donc l'Europe, les Amériques, y compris également les Antilles, parce que le président du Memorial Act avait été associé à ce travail et il a eu à séjourner pendant 5 jours, parce que pendant 5 jours, ici à Corée, nous avons réfléchi sur les contenus. Les contenus, évidemment, du futur centre d'interprétation et de documentation de la traite négrière. D'un coût global d'1 800 000 $. La fondation Ford a mis $1 million et l'État du Sénégal 800 000 $. Voilà le travail que nous sommes en train de faire et évidemment, nous avons accusé un petit retard, c'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter à tout le champ. Déjà, vous savez qu'il a commencé à pleuvoir il y a une semaine et comme vous avez vu, ici la toiture évidemment a été complètement descendue. De l'autre côté également la même chose. Donc on est obligé de décupler le travail que nous sommes en train de faire évidemment pour avoir cela. À terme aussi, au niveau de la Maison des Esclaves, nous allons avoir également un espace de convivialité. Tout à l'heure, quand nous ferons le tour, je vous indiquerai l'endroit. Cet espace, évidemment, l'espace de méditation. Parce que c'est ce qui manquait le plus en termes de la visite. Il fallait donc trouver un espace où, évidemment, ceux qui voulaient offrir des libations pouvaient le faire. Ceux qui voulaient réfléchir pouvaient le faire. Ceux qui voulaient prier pourraient le faire. Cet espace, évidemment, je vous montrerai à ce moment. Pour en revenir à la Maison des Esclaves, elle a été construite donc entre 1780 et 1784. C'est donc pour cette raison que généralement il est admis qu'elle avait bien fait partie des toutes dernières. Il y a que les plus anciennes avaient été construites en 1536, c'était alors sous l'époque portugaise. Les Portugais avaient été les premiers Européens à avoir pris possession de l'île de Gorée en 1444. Il y a donc pendant très longtemps, cette île avait été au centre des rivalités entre les nations européennes qui s'étaient battues pour son occupation. Successivement donc, elle fut occupée en premier lieu, je disais tantôt, par les Portugais. Suivi en cela par les Hollandais, les Français, les Anglais, à nouveau les Français. Or, il y a qu'après l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière par la France, intervenue en 1848, avait eu à prendre place la colonisation. Elle s'est terminée en 1960, année de l'indépendance du Sénégal. Mais dans cette maison, à l'époque, 150 voire 200 esclaves, hommes, femmes et enfants, séparés de cellules, et c'était suivant le sexe et l'âge. La durée de l'attente pour ces esclaves avait été très longue, c'était 3 mois, 3 mois et demi. Il n'y avait alors que des voiliers comme moyen de transport. Or, ils partaient le plus souvent sous un numéro matricule. Une fois dans les plantations aux Amériques, alors ils s'étaient choisis, où on avait eu à leur donner les noms ou les prénoms de nouveaux maires. À telle enseigne qu'à cette époque, tout naturellement, les esclaves aux États-Unis, il y avait alors eu des noms ou des prénoms en groupe saxon. Au Brésil, c'était des noms ou des prénoms portugais. À Cuba, des noms ou des prénoms espagnols. Antilles françaises ou Haïti, alors des noms ou des prénoms français. Mais parce que séparés à l'époque, ils l'avaient alors été de la manière suivante. Nous avons les cellules de droite et de gauche
qui donc avaient été les cellules des hommes. Droit devant, c'était donc l'exemple typique de cellule pour hommes. Une cellule de 2,60 m sur 2,60 m. Or, dans cette cellule, à l'époque, 15 à 20 hommes. Tous étaient alors assis par terre, tout autour du mur, adossés au mur, les chevilles enchaînées. Ils n'avaient été libérés de leur chaîne qu'une fois par jour. Et c'était pour leur permettre de manger et d'aller aux toilettes. Pour les toilettes, pour les hommes, c'était à l'extérieur, souvent sur le quai. C'est vous dire donc qu'à cette époque, finalement, chaque fois qu'un homme avait voulu aller tout simplement aux toilettes avant ou après l'heure de libération quotidienne, il avait été bien forcé de le faire sur place. La conséquence, une épidémie de peste. Elle avait eu à ravager une bonne partie de cette île, mais elle avait commencé à partir de l'une des nombreuses captiveries. C'est sans doute également là l'occasion d'insister sur le fait que la maison des esclaves où nous sommes, par conséquent, n'avait pas été du tout la seule. Il y a que d'autres maisons avaient forcément existé. Mais aujourd'hui, si la plupart de ces maisons sont devenues des maisons tout à fait privées, bien entendu qu'il y en a qui ont purement et simplement disparu. Mais celle-ci, pour avoir été rachetée à ses derniers propriétaires par l'État du Sénégal, est donc devenue par la force des choses le symbole de la déportation des Noirs. À telle enseigne que la maison des esclaves aujourd'hui cristallise toutes les mémoires des traites négrières. Nous allons poursuivre par là en allant voir la cellule des enfants. La cellule des enfants, une petite cellule avec un couloir qui est conduit jusqu'au fond. Or, à cette époque, les enfants y avaient couché, à même le sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. Et une fois à l'intérieur, ce qu'il y a de particulier, ce sont les fenêtres, qui toutes se présentent sous la forme de meurtrières. Elles sont donc larges vers l'intérieur, se rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. Mais je note que le but qui à cette époque avait été poursuivi avait été sans doute d'une part et d'empêcher les évasions des esclaves, mais également et surtout de détruire toute idée de vie privée chez ces esclaves. Parce qu'à partir de n'importe quelle cellule, on pouvait alors voir tout de suite ce qui se passait juste à côté. Sans doute qu'aujourd'hui, nous sommes également en droit de pouvoir considérer que c'est donc bien à partir d'une maison comme celle-ci qu'à cette époque avait commencé la destruction du tissu social africain. Les esclaves partaient alors forcément au hasard des ventes. Si bien que même si dans une maison comme celle-ci, on avait pu y trouver toute une famille, le père, la mère, les enfants. Le père avait très bien pu être vendu pour aller au Brésil, la mère vers Cuba, les enfants vers les États-Unis. Si bien que la séparation avait donc été totale. Je voudrais vous inviter à y entrer, vous pouvez y aller, juste qu'il faut baisser la tête en entrant et faire attention à la marche. La porte est basse, donc il faut baisser la tête et vous pouvez aller jusqu'au fond. Wow. On a envie de faire 1804 lorsqu'on visite cette truc. Alors, j'ai dit qu'on a envie de renouveler l'expérience de 1804 lorsqu'on visite cette truc. Oui, allons-y, s'il vous plaît, on peut sortir, attention à la marche et à la porte. Mais alors tout de suite après, évidemment, nous passerons à une autre cellule qui fut celle, évidemment, des jeunes filles. Choisies du fait de la qualité de leur sein. Les jeunes filles considérées comme vierges. Selon la coutume africaine, une jeune fille vierge devait être celle dont les seins avaient été parfaitement bien fermes. À telle enseigne qu'à cette époque, les marchands d'esclaves finalement n'avaient fait que s'inspirer de cette coutume africaine. Toute jeune fille dont les seins n'avaient pas été suffisamment fermes avait donc été considérée comme ayant perdu sa virginité, alors elle avait été mise du côté des femmes. La vente des esclaves revêtira tout simplement la forme d'un troc. Et du point de vue troc, un enfant ne sera échangé que contre un petit miroir, pendant qu'un homme de plus de 60 kilos
Et les 60 kilos, c'était le poids minimum exigé pour les hommes. Ne perdons pas de vue que la finalité pour les esclaves était de se retrouver comme travailleurs dans les plantations et dans les mines aux Amériques. Par conséquent, il fallait être absolument robuste. Si bien qu'un homme de plus de 60 kilos à cette époque avait été échangé au même prix ou à égale valeur qu'une jeune fille considérée comme vierge, à savoir l'équivalent d'un baril de rhum ou d'eau de vie. Mais la femme avait été vendue 4 fois moins cher. Mais je voudrais également, à cette occasion, faire la précision suivante. Si, généralement, chaque fois qu'on a eu à évoquer les produits qui avaient sous-tendu le commerce des esclaves, on n'avait alors pas hésité à citer les produits qu'on avait eu à désigner sous le vocable de pacotille. Mais comme vous le savez, la pacotille, eh bien, ce vocable sert ou a toujours servi à désigner des objets sans valeur. La vérité est tout autre, car finalement, les produits qui avaient eu à sous-tendre le commerce des esclaves avaient été constitués essentiellement par les armes à feu, la poudre à canon pour les faire fonctionner, les nouveaux alcools, le vin rouge et le rhum, mais sans doute la barre de fer pour se fabriquer des outils. S'agissant de la barre de fer, il y a que même si les récentes fouilles effectuées le long de la vallée du fleuve Niger ont permis la mise à jour de hauts fourneaux, ce qui pourrait laisser supposer que ces peuples qui vivaient alors à cette époque le long de la vallée du fleuve Niger, du point de vue de développement, étaient au diapason de nations telles la France et la Chine, car la technique d'extraction du fer à partir du minerai n'était connue que dans ces deux pays. Ce qui implique également forcément une autre question. Comment donc ces peuples évolués avaient-ils pu tomber en décrépitude au point d'avoir dû accepter comme monnaie d'échange une barre de fer qu'ils ne savaient pas d'ailleurs produire? La réponse est simple. On ne peut produire que dans la liberté. Préoccupés qu'ils avaient été par le besoin de se sauver, de sauver leur famille, ils avaient alors tout simplement cessé de produire. C'est dire donc que tout ce qu'on a désigné sous le vocable de pacotille avait été utilisé de façon tout à fait accessoire. Et nous allons poursuivre par là, en allant voir évidemment la cellule des inaptes temporaires, c'est-à-dire celle des hommes de moins de 60 kilos. Moins de 60 kilos à l'époque, l'homme avait été mis dans cette cellule où il avait été soumis à un régime spécial. Cela pendant 3 mois, parfois 3 mois et demi. Mais au terme de cette attente, c'est-à-dire au terme des 3 mois, 3 mois et demi, cela avait correspondu au temps qu'ils avaient mis ici à attendre les bateaux qui provenaient d'Europe. Au moment de partir donc, si malgré tout ils n'avaient pas augmenté de poids, au point d'atteindre les 60 kilos requis, c'est dire qu'ils n'avaient plus été vendus pour les Amériques. Or cela n'avait pas fait d'eux des hommes libres pour autant. Ils étaient donc demeurés toujours esclaves, mais avaient été vendus moins cher pour servir localement en qualité de domestique, ici même à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. S'il vous plaît les enfants, s'il vous plaît madame, alors si on ne s'entend pas, je vais vous mettre dehors et vous attendrez la prochaine visite. S'il vous plaît. Voilà. On se comporte comme des grands les enfants, s'il vous plaît. Là, nous avons évidemment la cellule des récalcitrants, c'est-à-dire de ceux qui s'étaient rebellés ou qui avaient refusé d'obéir. Pour les punir à l'époque, on les avait alors enfermés dans cette cellule en dessous des escaliers. Il n'y avait alors pas eu de fenêtre, c'était juste une porte en fer avec des barreaux. Sauf que les gardiens à l'époque n'avaient pas tenu compte du nombre d'esclaves qui pouvaient se contenir dans une cellule comme celle-là. La seule préoccupation avait été de pouvoir tout simplement fermer la porte après les esclaves. Mais par là, nous avons la même chose, également une cellule des récalcitrants. À la différence de la première, nous avons cette fois-ci 2 fenêtres. Mais des fenêtres situées de part et d'autre, qui finalement datent de 1848, année de référence de l'abolition de l'esclavage en France et dans les colonies françaises. La date exacte avait été le 27 avril 1848. C'est à cette date-là qu'avait été signé le décret d'application par Victor Schœlcher. Mais également, au passage, je voudrais noter que pour l'Angleterre, c'était en 1807. Pour la Tunisie, 1846. 2 années avant la France. Et notez au passage, évidemment, que finalement, Haïti, la première république noire, n'avait pas eu à attendre l'abolition de l'esclavage pour se libérer. Puisque, évidemment, en 1804, évidemment, Haïti avait finalement obtenu son indépendance. Tout ça à l'ouverture, évidemment, qui avait eu à se battre évidemment à cette époque pour l'indépendance d'Haïti, malheureusement, n'aura pas vu cette indépendance parce qu'il décédera donc en 1803, au fond de jour. Mais évidemment, la guerre sera continuée évidemment par le général Dessalines et entre autres les généraux comme Christophe et entre autres. Et il y a donc
le couloir avec au fond cette porte dite du voyage sans retour. La raison est que les esclaves, lorsqu'ils partaient, c'est bien donc par ce couloir qu'ils avaient été conduits vers les bateaux. Or, chaque fois que l'un d'eux avait dépassé la porte vers la mer, il n'était plus jamais revenu. Une fois passé la porte, l'esclave avait dû monter sur un petit pont construit à l'aide du bois de palmier. Or, le pont avait eu pour fonction de lui permettre de passer de la maison à bord de petites barques qui lui fait des rochers. Venez à cette époque le chercher pour le conduire vers le bateau amarré beaucoup plus loin. Mais en allant vers la sortie, il y a également 2 couloirs situés de part et d'autre. Et c'était la salle d'attente pour les esclaves avant le départ. Mais dans le tout dernier couloir de droite et de gauche étaient les gardiens à l'époque choisis parmi les esclaves et dont la présence avait fini par être parfaitement inutile. Ils partaient les esclaves enchaînés 2 à 2 à partir des chevilles. Au milieu de la chaîne, entre les 2 chevilles d'esclaves avait été accroché un boulet en fer de 10 kg 300. Si bien que chaque fois que l'un d'eux avait tenté de s'évader, en se jetant à la mer, il en avait entraîné le second, mais du fait de la boule qu'ils avaient coulé immédiatement, étaient donc morts noyés. Même qu'ils n'avaient pas eu le droit de tomber malades. En effet, en l'absence de tout médecin, mais surtout parce que l'on craignait les épidémies, les malades avaient été jetés à la mer. Et la traite des Noirs, au total, avait duré 350, voire 400 ans, avec au bout 15 à 20 millions de Noirs, hypothèse basse. 15 à 20 millions de Noirs qui, à cette époque, provenaient de toute la côte ouest de l'Atlantique, mais qui avaient été ainsi amenés aux Amériques. 6 millions moururent de privation ou de mauvais traitements, c'étaient les meilleurs qui partaient, parce que tous issus de la sélection. Et la sélection avait bien exclu d'office malades et vieillards. Mais il y a par ailleurs que les Européens n'avaient alors pas été du tout les seuls à s'être occupés de la vente d'esclaves noirs. En effet, il y a donc qu'avant la traite dénommée Atlantique, organisée alors par les Européens à destination des Amériques, qu'une autre l'avait précédée. La traite des Noirs par les Arabes. Mais c'était du côté de l'Afrique de l'Est, cela entre les 11e et 15e siècles, mais le grand port d'esclaves avait été l'île de Zanzibar. À partir de Zanzibar, ils avaient été, ces esclaves, amenés en île Maurice, île de la Réunion, Madagascar, Égypte, Asie, Arabie, et même jusqu'en Inde. Et il y avait eu la transsaharienne, sans doute encore beaucoup plus ancienne. Elle avait duré du 7e siècle au 19e. Mais là, je dis bien 7e siècle au 19e parce qu'il n'y a que si, du point de vue de l'époque en histoire, le 7e siècle avait bien correspondu au Moyen-Âge, en France. Il n'y a que le Moyen-Âge en Afrique n'avait correspondu qu'au 16e siècle. Mais que c'est bien précisément le 16e siècle qui alors avait correspondu au début de la traite atlantique, organisée par les Européens à destination des Amériques. Si bien que l'un dans l'autre, c'est bien sans doute tout cela qui aide à mieux comprendre. Mais alors 16e siècle, pourquoi? Tout simplement pour préciser qu'à cette époque, en Afrique, le moyen de défense, c'était uniquement l'arc, la flèche, la sagaie, la machette, le coup de coupe. Par conséquent, ce sont bien les Européens qui, en abordant les côtes africaines au XVIe siècle, l'avaient alors souvent fait munis de leurs armes à feu. Aussi, avait-il armé les tribus de la côte contre les tribus de l'arrière-pays. La conséquence, naturellement, la guerre tribale, justement dans le but de se procurer des prisonniers à échanger contre de nouvelles armes. Et à la longue, même les tribus de l'arrière-pays, ne serait-ce que pour se défendre, avaient également fini par issue du procédé, la guerre tribale, qui à cette époque avait finalement été donc la seule capable de permettre d'avoir des prisonniers à échanger toujours et toujours contre des armes. C'est donc ainsi que petit à petit, on avait alors vu s'installer en Afrique une société esclavagiste. Mais ce que l'on ne dit pas toujours, c'est qu'à cette époque, une seule monnaie avait été acceptée en échange des armes. C'était précisément les esclaves. Mais également, tantôt, en parlant du nombre d'esclaves traités, j'avais alors avancé le chiffre de 15 à 20 millions. Bien entendu, en parlant d'hypothèses basses. Il y a en effet que de plus en plus, en abordant ces questions, nous partons de la comparaison. Comparaison entre les populations chinoises et africaines au XVIIe siècle. À cette époque, les deux populations étaient sensiblement égales. La même comparaison faite aujourd'hui en ce début du 3e millénaire laisse apparaître pour la population chinoise qu'elle représente le double de la population africaine, si bien que le gap, il faudra sans doute le chercher, non pas uniquement à travers les épidémies, mais bien surtout dans la traite négrière. Car comme j'ai eu à le dire tantôt, c'est donc bien pendant et à l'issue des guerres tribales que certains des Africains noirs avaient été faits prisonniers, vendus et amenés en esclavage. Mais il y a que si toute guerre fait des prisonniers, nous le savons, la guerre elle fait surtout des morts. Si bien qu'en comptabilisant les morts, alors aujourd'hui on peut sans risque de se tromper avancer un chiffre pouvant tourner autour de 100, voire 150 millions de Noirs, qui par conséquent avaient pu être concernés, directement ou indirectement par la traite négrière, cela pendant presque 4 siècles. Parce que le ratio à cette époque avait été, pour un seul Noir, embarqué alors à bord du bateau à destination des Amériques, 6 ou 7
avait alors forcément trouvé la mort victime directe ou indirecte de cette même traite des Noirs. Mais pour terminer, il y a qu'aujourd'hui la maison des esclaves est assurément un nouvel espace d'expression de la démocratie et des droits humains. Pour garder cette vision, elle se doit, cette maison, d'être pour toujours le lieu de célébration de la réconciliation et du pardon entre les peuples. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà. Donc vous pouvez aller jusqu'au fond faire les photos et ensuite on se retrouvera dans le bureau. Mais en termes de chiffres, il y avait combien d'esclaves passés? Ici, difficile à dire. Vous avez sans doute entendu ce que j'ai dit. Oui, justement, voilà. Mais je vous ai dit que les maisons, il y en avait eu sur une vingtaine dans cette petite île de 900 mètres sur 300. Donc difficile à dire parce que lorsqu'il y a eu cette fameuse attaque contre l'île de Gorée et sa maison des esclaves, une attaque donc puérile de mon point de vue, parce que sans objet en réalité. On avait parlé évidemment de la place, parlant de la place de Gorée dans la traite atlantique, qu'on avait, disons, une place qu'on avait eu tendance donc à minimiser. La vérité, c'est que lorsque l'université a eu à organiser ici même à Gorée, au lycée Mariamaba, la conférence sur la place de Gorée dans la traite atlantique, eh bien ces mêmes personnes qui avaient eu à minimiser évidemment le nombre d'esclaves qui auraient traité à partir de Gorée, avaient reconnu qu'il y en avait eu au moins 400 par an. Si vous multipliez par 400 ans, ça vous donne un nombre. Mais moi, de mon point de vue, je me dis que, sachant ce qui s'est passé en Afrique, parce que ce soit du côté de l'océan Atlantique, il faut considérer que c'est du sud du Maghreb jusqu'en Afrique du Sud. Mais que de l'autre côté de l'océan Indien, c'est de la Corne de l'Afrique également jusqu'en Afrique du Sud. Sans compter qu'il y a eu ce raclage ouest-est, est-ouest, nord-sud et sud-nord. Par conséquent, aucun espace de l'interland africain n'avait eu à échapper aux exactions des esclavagistes. Car finalement, à l'époque, l'esclavagisme et la traite des Noirs avaient été à la pointe de l'économie du monde. C'est tout comme le pétrole aujourd'hui. Par conséquent, parler du nombre d'esclaves dans un endroit bien déterminé ou sur faire le focus évidemment sur un point déterminé pour moi, du point de vue, non, c'est une manière évidemment de nous divertir. Parce que lorsque l'on aborde des questions qui sont liées à la mémoire, il faut s'attenir au principe. Le principe, c'est la liberté des individus. Un esclave, c'était déjà trop. Voilà l'argument qu'il ne faut pas qu'on accepte de tomber dans, évidemment, oui, c'est ici qu'il y a eu le plus d'esclaves que de d'autres. Non, ce n'est pas ça le problème. Le fond du problème, c'est évidemment le fait qu'il y ait eu une privation de liberté. De mon point de vue, c'est ça. Je ne discute que de ça. D'accord. Et vous dites que l'État sénégalais a racheté cette maison. Ah, racheté, oui, à ses propriétaires. D'accord. Donc, les propriétaires, c'était qui? C'était des descendants. Les derniers propriétaires, c'est la famille Benga. Après, je vous ai dit tantôt que la traite des Noirs avait été à la pointe de l'économie du monde. Or, ces maisons, initialement, avaient été bâties pour les femmes. Les femmes que l'on avait appelées des signares de signora. Ces femmes, donc, c'est madame. Or, ces femmes, si à l'origine, elles avaient pu être tout à fait noires, se sont métissées au fur et à mesure du fait des relations entre les Européens et donc les Noirs. Alors, évidemment, les maisons, je disais, avaient été bâties pour les femmes. Si bien qu'à l'abolition de l'esclavage, puisque le pôle économique également du coup, eh bien, n'ayant plus existé, évidemment, les maisons ont été restées à l'abandon, si bien que la plupart des maisons avaient été occupées par des personnes ou par des familles qui n'avaient absolument rien à voir avec l'esclavage, mais qui en sont devenus donc les propriétaires. Voilà. Et comme la nature a horreur du vide, la dernière famille donc à s'être déclarée comme propriétaire de cette maison, c'est la famille Benga, à laquelle évidemment, très tôt, en 1958, eh bien, le maire de Gorée a proposé à l'État de racheter la maison pour sauvegarder évidemment la mémoire. C'est ainsi que cette maison a été préservée. Mais les autres maisons ont été rachetées par d'autres, par des individus, et sont devenues des maisons privées. Alors évidemment, je vais sans doute vous donner une indication. Elles sont facilement reconnaissables, les maisons d'esclaves, parce qu'elles se sont toujours caractérisées par l'architecture, puisque c'est l'architecture finalement qui avait déterminé
évidemment, l'utilisation de ces maisons a été déterminée par l'utilisation des maisons. Évidemment, c'est toujours un escalier massif qui, même quand il n'était pas toujours en fer à cheval, était toujours massif du fait de sa fonction qui avait été de permettre d'accéder à l'étage qui avait servi de lieu de résidence pour la signale et son mari ou son concubin, inspiré de la résidence européenne de campagne. Tandis que le rez-de-chaussée, comme vous le voyez, lui avait vu son architecture obéir au principe de l'enclos africain. Traditionnellement, les villages sont bâtis en forme de cercle, les cases sont disposées tout autour, il y a toujours une entrée centrale et il y a un espace de convivialité au centre. Car c'est bien au centre qu'avaient été posés les actes publics ou privés, tandis que, disons, les actes publics, à savoir la prière, les repas, le pilage du mil et du riz, alors que c'est à l'intérieur des cases qu'avaient été posés les actes privés. C'est la même configuration qu'on retrouve ici. Mais sauf également qu'il faut retenir que finalement dans ces captiveries ou maisons d'esclaves, il y avait eu deux types d'esclaves. Ceux qui avaient fait l'objet de la compartimentation, donc qui avait été la propriété du mari, qui était toujours européen, destiné donc à être vendu pour aller aux Amériques. Tandis que les autres esclaves dits domestiques avaient été propriété de la femme, qui avait pu les louer dans le cadre de travaux d'intérêt public à son profit. Cela avait été logé dans les grandes pièces comme vos bureaux et la pièce d'à côté qui aujourd'hui est une salle d'exposition. Ils étaient beaucoup plus libres que les autres. Absolument. Oui, parce qu'ils étaient domestiques. Oui. Ah, merci. Mais beaucoup plus libre. Là également, je me refuse. Parce que vous savez, la liberté, on est libre ou on ne l'est pas. Donc, dans la bêtise humaine, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de deux vies libres. Non, oui, oui. Voilà. Ouais. S'il vous plaît, vous passez aux autres qui veulent venir. Vous êtes